bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Je vous présente mon invité dans quelques instants. Tout de suite après avoir remercié notre commanditaire principal qui est Éducalcool. Vous m'entendez en parler à chaque émission. J'ai aussi la question Éducalcool au cours de l'émission qui est bien importante. Puis je suis très... c'est un bel honneur d'avoir Éducalcool comme partenaire parce que évidemment, les valeurs sont alignées, sont pas en mode moralisateur et se questionner sur le nombre de drinks que vous devriez prendre par semaine. Ça, on le sait, on est conscient de ça, mais sont plutôt en train d'essayer de challenger les gens à évaluer le rapport qu'on a avec l'alcool, parce que c'est en ayant des réflexions, c'est en se posant des questions, en ayant même des discussions qu'on va être capable de trouver le pourquoi du comment puis le fit parfait pour notre réalité à nous. Alors, Éducalcool, bravo et merci. On reçoit aujourd'hui David Côté. David, qui est un entrepreneur avec plusieurs cordes à ton arc. Ton plus récent projet, en fait, celui que peut-être qu'on te connaît... on te connaît peut-être plus pour le projet de Rise Kombucha, ouais. Qui a l'air encore aujourd'hui à fonctionner au Ouais, bout. Là, vous 100%. avez connu un boom. Puis aujourd'hui, tu as Loop, qui est un projet d'économie circulaire qui est fascinant. Je ne sais même pas par où commencer Moi non plus. avec toi. Premièrement, merci parce que je sais que tu habites loin. 2 heures de route, tu t'es fait mal en sortant de l'auto. Ben ouais, j'étais trop assis longtemps dans mon char, puis là, je me suis tiré le genou, j'ai 40 ans, man, c'est pas drôle. Là. J'ai eu 40 ans moi aussi cette année. Ça a-tu fessé, toi aussi? Je pense que ça a plus fessé émotionnellement. Ah ouais, Mais à 40 ans, comme ma blonde n'a pas eu le choix de me faire un beau surprise, parce que 40 ans, Ben t'as oui. comme pas le choix. Puis moi, je suis pourri avec les anniversaires. Moi. Vous avez fait quoi? C'était quoi le surprise? Fait que je sentais que je méritais pas d'avoir un anniversaire, parce que moi, à chaque fois que c'est sa fête, je fais pas grand-chose, parce que je pense pas. Puis elle a fait un gros surprise. J'avais genre 100 amis qui étaient là avec des DJ, puis Wow. des sketchs, puis le monde m'ont Ça m'amène à la question Éducalcool. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais elle va venir plus tard, la question. Je faisais juste un lien avec ça. Mais Mais bref, je suis content d'être là. Merci, mon je suis content. Puis, tu sais, on se connaît pas. J'ai lu sur toi. Évidemment, on a des projets qui sont dans des niches qui sont similaires, mais je pense qu'on a un profil un peu similaire en termes d'entrepreneuriat, d'être dans plusieurs projets en même temps, d'être un peu hyperactif. Éparpillé. J'aime essayer de dire diversifié et non éparpillé, parce qu'éparpillé, mais je pense que je suis plus Moi, j'appelle éparpillé. ça de l'éparpillement productif. OK. Mais explique-moi comment tu gères ça, ou peut-être donner à tout le monde un peu l'espèce de portrait général de business-wise, là, ça ressemble à quoi, toi, de ton côté? Là? Écoute, pour donner un petit historique, j'ai commencé ma première business à 24 ans. Fait que j'étais pas si jeune que ça, mais ça faisait 7 ans que je voyageais. Fait que de 17 à 24, moi, j'étais pas au Québec. Je voyageais un peu partout dans le monde. Je faisais du hiking, puis je travaillais sur des fermes. En fait, je plantais des arbres pour avoir de l'argent pendant 2 mois à peu près. Wow. Je travaillais, puis je plantais des arbres, 10 cents de l'arbre. Là, fait que je faisais à peu près 15 000 $ en 2 mois. Puis là, je voyageais pendant le reste des 10 mois qui restaient de l'année. T'en plantes en tabarnouche, des arbres? J'en plantais des arbres. Je me suis fait mal. Ouais. C'est pour ça que j'ai mal aux genoux aujourd'hui. Puis, mais souvent, à la fin, cette année-là, il me manquait d'argent. Fait que là, je faisais du woofing. Willing, working on organic farm. Fait que je travaillais sur des fermes bio. Puis en échange, ils te nourrissent puis ils te logent. C'est ça. Okay. C'est comme un site web qui font ça. Puis je fais ça pendant 7 ans. Puis après les 7 années, ben là, je me suis dit, OK, j'ai envie de partir un projet. Puis à travers ces randonnées-là, puis tous les sports extrêmes que j'ai faites, je voulais trouver une façon de carburer le plus possible. Puis ma première business, c'était Crudescence. C'était une chaîne de restaurants vegan, cru. Tu peux pas avoir plus grano que ça. Ouais. C'était comme la patente la plus grano possible. C'est ça. Puis, il n'y en avait pas un au 10-30? Il y en avait un, oui. Ben en fait, j'étais dans tous les avrils. Fait qu'on avait, ça, on avait 9 adresses en tout. On avait 4 restos plus 5 comptoirs. Ça fait 16 ans de ça déjà? J'ai commencé ça à 24 ans, oui, exactement. Wow. Ça fait 16 ans. Ouais, Ça exactement. existe encore? Crudescence, quand j'ai vendu en 2015 pour partir mon nouveau projet, ils ont toffé pendant 2 ans puis ils ont fermé. Ah ouais, hein? Ils ont trop essayé de changer vite, en fait, la culture. C'est tough de ce côté-là. Puis, Ouais. fait que ça a été ton premier Ça, projet. c'était mon premier projet. Puis à travers Crudescence, j'ai commencé ça avec... J'avais pas d'argent, là. J'avais pas une scène. J'étais un grano. J'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. J'avais des rastas. Oh oui. J'étais vraiment un grano. Là. Imagine un grano là, comme le plus extrême possible. J'étais ça. Je mangeais cru. Là, Ouais. Je mangeais pas de cuisson. Je mangeais pas de farine. J'étais extrême. Là, t'sais. Puis j'avais fait une randonnée comme ça. J'avais marché du Mexique jusqu'au Canada en mangeant cru. Avec des commanditaires. J'ai marché de la frontière du Mexique, dans le désert du Mojave, en Californie, jusqu'au Canada, pendant 4 mois et demi de temps, en mangeant cru, en randonnée. Ça, c'était un projet. C'était mon projet. Je voulais prouver que c'était possible de faire de la survie en forêt
sans avoir des Snickers. Parce que quand tu es un hiker, tu as des Snickers, du craft dinner, parce que Tu veux un manges petit beaucoup de rush calories. sucre, Mais oui, tu as puis, besoin de le sucre. petit kick qui Il vient faut que ça avec. soit sec, parce que tu es souvent 7-8 jours sans ravitaillement. Fait que tu peux pas traîner des pommes, là, ça pèse trop lourd. Puis, Ouais. tu sais. Mais moi, je voulais faire une randonnée puis prouver au monde que c'était possible de manger cru, sans manger de la malbouffe, puis faire ça pendant Puis c'est 5 possible? mois. Ben, je l'ai fait. Tu l'as J'ai fait? tellement trippé que je suis venu au Québec. Puis je me suis dit, je veux partager ça. Parce que moi, je pensais que je vivrais à Hawaï le restant de mes jours. Parce que Ouais. j'étais bien. Là. Ma dernière place, c'était à Hawaï. J'habitais là 1 an. Puis je voulais pas venir vivre au Canada. Là. J'étais comme, les Canadiens, ils sont donc tarlants. Vivre dans l'hiver, il fait 23 fret. Je vivais à Hawaï sur une ferme. Ah Tout ouais, poussait, c'était merveilleux. Là. Mais je suis venu au Canada pour partir ce projet, partager une passion alimentaire un peu. Puis fait que j'ai parti avec une glacière, un vélo, puis j'ai commencé à faire de la bouffe de chez nous. Puis j'avais un couchsurfer, Mathieu, que j'avais rencontré à Hawaï, un Québécois, qui était plus fucké que moi. Là. Lui, c'était un grano, mais en plus, un grano yogi, genre, tu sais, Ouais. un peu ésotérique. totale, Tu sais, moi, j'étais pas vraiment ésotérique, là, je l'ai jamais vraiment été, mais lui, il était dans la méditation, tout ça. Il flottait sur un tapis volant. Puis Mathieu, il faisait du kombucha. Wow. Le kombucha, personne ne savait c'était quoi. Mais non, là. c'est ça. Personne. Là. Si tu sais kombucha à quelqu'un, il savait pas c'était quoi du tout. Là, Mais vous avez été Rise, les premiers. Les là. premiers. Puis on était les premiers pendant longtemps. Il n'y avait personne d'autre que nous. Là, puis à Crudescence, au début, c'était un service traiteur de l'appartement, du kombucha en pot maçon. Puis doucement, on a eu notre premier loft. Puis là, le MAPAC est venu. Ils ont checké nos cuves de kombucha. Puis elle comprenait pas la madame. Mais elle nous a laissé faire. OK. Fait que là, on s'est comme, OK, on peut faire ça, c'est légal. Puis ça a grossi doucement. On a commencé à donner des cours de cuisine. Les gens tripaient sur nos cours. On a fait des livres. On a ouvert une adresse, 2 adresses, 3 adresses. C'est devenu Crudescence qui était comme 120 employés. Puis ça a grossi, veux pas. Puis c'est devenu Rise Kombucha. Fait que, au début, ça s'appelait Crudescence Kombucha. Puis on embouteillait ça à main, là, dans des pots maçons, après des bouteilles à de sauce. Puis des étiquettes en noir et blanc. Et je coupais les étiquettes à la main. Tu sais? Tabarnouche. Non, mais sérieux. Mais explique-moi le. Tu sais, bon, ça part d'un lifestyle, de quelque chose que tu vis pour vrai, puis d'un produit que tu veux utiliser, que tu crées. Ça, c'est le premier défi, la production de ce truc-là. Après ça, la distribution. Quand tu le fais à petite échelle avec tes amis, tes parents, ton réseau, ça marche. Mais prendre le switch de scaler up, d'avoir plus de volume, que ça respecte toutes les règles. Est-ce que tu as intégré des partenaires? Est-ce que tu viens-tu d'un monde de business où tu savais comment t'y prendre? Rien de rien du rien. Si quelqu'un qui connaissait rien à la business, c'était moi. Ouais. C'est big time. J'ai fait mon cégep en cinéma. J'ai presque fini toutes mes cours. C'est pas clair encore historiquement si je les ai toutes finies ou pas, mais je suis parti en van à 17 ans, puis c'était fini. Puis j'ai jamais retourné aux études. Puis à chaque année, j'appelais mon père pour dire « Père, je vais à l'université, mais je vais prendre une année de plus. » La raison pourquoi j'ai pas étudié, je pense que c'est le fait que j'ai arrêté les études au cégep, du moins, c'est qu'à toutes les fois que je revenais au Québec à chaque année, puis j'allais voir mes chums qui étaient à l'université, il avait pas l'air à savoir ce qu'ils faisaient. Puis il avait pas l'air à triper, il avait pas l'air d'avoir... Moi, j'avais une joie immense. J'ai toujours été quelqu'un d'heureux, mais mes voyages m'amenaient à tellement triper, à tellement me sentir privilégié de pouvoir découvrir le monde, découvrir des nouvelles langues, découvrir de nouvelles cultures. Puis je revenais ici tout le temps à Noël. C'est à Noël qu'on revient au Québec et qu'on va voir sa famille. Puis je voyais mes amis qui jouaient à GoldenEye au Nintendo 64, à fumer des joints, à prendre du PCP, puis à des buvards. Puis ce que je faisais aussi au cégep, au secondaire, mais ils faisaient encore ça. Ouais, il y avait puis comme ils étaient pas à avancé, l'université en administration, puis il y en a qui étaient en sciences. Mais personne ne savait ce qu'ils allaient vraiment faire. Puis quelques-uns qui, eux, ils savaient en quoi ils voulaient aller, puis eux, c'était clair. Puis tu vois qu'eux, il y avait un peu plus des étoiles dans les yeux. Mais la plupart de mes chums, ils faisaient pas grand-chose de plus. Fait que moi, quand je voyais ça, pas un attrait, là, j'allais voir mon père, j'étais comme « Dad, là, Mom, je pense pas que je vais suivre le chemin normal. Chris, moi, je trippe en ce moment. Je trippe bien raide, j'apprends. Oui, je suis habillé en hippie, là, puis je me cherche un peu. J'étais un peu perdu, puis je me cherchais, mais je tripais. Fait qu'ils t'ont encouragé là-dedans. Ouais, exact. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma première business, je ne l'ai pas parti en me disant je me pars une business puis je vais faire du cash. Je l'ai parti en me disant je veux partager quelque chose au monde, ça me fait triper. Fait que je vais prendre ma passion puis je vais en faire un projet. Puis tant qu'à faire, je vais essayer d'en vivre. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à avoir des cours de cuisine, puis des livres, puis un service traiteur, puis une compagnie de breuvage de kombucha. Je ne m'attendais pas à ça. Mais doucement, on a écrit un plan d'affaires parce qu'il fallait écrire un plan d'affaires pour gagner une bourse. Fait que je l'écrive, mon plan d'affaires. Puis là, pour avoir la bourse, ben, je l'ai fait. Puis là,
mon plan d'affaires me montrait qu'il fallait que peut-être un restaurant, ça ne marcherait pas au début. Il fallait que ce soit un service traiteur. Fait que doucement, j'ai appris la business. Puis je me suis entouré de conseillers. Fait que j'ai appris sur le top, ben raide, mais j'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire. Là. Au début, j'ai donné des actions à des amis en disant « Ah ouais, ce serait le fun, tu viens de m'aider, tiens, je te donne 5%. » Comme tu veux pas faire ça dans le gang, ne faites pas ça, OK? Mais il y a comme un petit côté rassurant quand tu es jeune. Que tu oui, fais, je voulais pas être tout seul. Je voulais pas être tout seul. Je suis quelqu'un de groupe, je suis quelqu'un de gang. Je voulais pas partir ça tout seul. Fait que Mathieu, mon couchsurfer, il a embarqué avec moi. Puis c'était un bon cuisinier aussi. Je voulais surtout pas être tout seul à faire ça, tu sais. Puis, fait que j'ai donné des actions à du monde. J'ai pris des conseillers qui ont dit « Ah, tu devrais faire ça. » J'étais comme « Ah, ouais, je t'aime bien, 5%. » Tu sais, genre, eux, ce monde-là, ont fait de l'argent. Comme, tant mieux pour eux, là. Oh oui. Mais honnêtement, encore aujourd'hui, des fois, je me dis « Chris... j'ai fait faire du cash à du monde. J'ai fait faire du cash à du monde qui l'ont dépensé en 3 mois. Tu sais, des 6 digits, 7 digits, excuse, là, qui l'ont dépensé en 3 mois puis qui n'ont plus une scène aujourd'hui. Tu sais, tu te dis qu'ils n'ont pas appris grand-chose à travers ça. Je me dis, bon, c'était peut-être pas les meilleures personnes à qui faire de l'argent, mais bon, j'espère qu'ils n'écoutent pas le podcast. On va le souhaiter. Non, mais en même temps, regarde, c'est la vie. C'est la vérité. J'ai fait des erreurs. Il y a des apprentissages, puis eux autres aussi peuvent apprendre de ça. Mais c'est impressionnant parce que il y a tellement de couches puis d'astres qui doivent un peu s'aligner pour qu'une business voit le jour, qu'elle soit distribuée à grande échelle et qu'elle perdure. Exact. Tu sais, fait qu'il faut que ton produit soit bon, il faut que le timing soit bon aussi, il faut que l'exécution soit solide. Là, après ça, tu as toute la gestion de services d'après-vente, de ci, de ça. Les couches sont grandes, puis tu peux pas tout faire. Fait que ça prend des partenariats stratégiques, ça prend des associations. Puis tout clairement, avec Rise, malgré le CRR, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a été long. Rise aurait pu être une business qui vend aujourd'hui pour 500 millions. Vraiment, facile. Puis, à cause des erreurs que j'ai faites, puis parce que c'était ma première business, c'était mon brouillon. Tu sais, Rise puis Crudescence, pour moi, c'était mes brouillons. C'était des succès pour le Québec, c'était des super gros succès. Même si Crudescence, depuis que je l'ai vendu, ils ont fermé, mais les livres existent encore. Le prêt-à-manger a été revendu à Groupe Martel qui font encore du prêt-à-manger. Mais Rise, on en trouve encore, c'est Rise, il y en a beaucoup encore. Oui, c'est ça. Oui, Rise, c'était une business séparée. Okay. Puis ça, c'est un succès exceptionnel. Mais je dis encore que c'était mes brouillons parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais veux pas, à travers cette business-là, j'ai tout appris. Ouais. Puis c'est pour ça qu'avec Loop Mission que je fais aujourd'hui, je peux mettre en œuvre, puis ça peut aller plus vite. C'est pour ça que Loop a grandi aussi vite. C'est que là, j'avais les apprentissages derrière moi, j'avais les partenariats que j'avais rencontrés, j'avais les bons distributeurs, j'avais tout ça. Mais j'apprends encore autant. Mais là, c'est un apprentissage différent sur l'exportation, sur des choses que je voulais faire avec Rise qu'on n'a pas eu le temps du momentum. En fait. Puis avant qu'on parle de Loop, je veux juste continuer sur Rise un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Mais on pourrait parler de Rise toute l'émission. Hein, mais je sais, puis j'ai l'impression qu'on pourrait s'en jaser pas mal. Mais tu sais, d'avoir la vision du kombucha, après ça, il y a plein de gens qui ont essayé d'entrer dans le game. Ça n'a pas fonctionné comme Rise. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place pour plusieurs joueurs? Est-ce que c'est parce que vous aviez trop une belle exécution de ce côté-là? Puis penses-tu aussi, je t'amène ça à plein de places, mais as-tu l'impression que la popularité du kombucha s'essouffle un peu? Non. OK. Non, pas du tout. Le kombucha a ouvert une catégorie. Quand on a commencé le kombucha, on avait ça dans les épiceries, le monde était comme qu'est-ce que c'est? En plus, mes bouteilles explosaient au début là, parce que je maîtrisais pas complètement mon procédé. Fait que ça explosait, tu sais. Il y a encore beaucoup d'artisans qui font du kombucha que leur bouteille explose parce qu'ils ne maîtrisent pas encore vraiment leur procédé. Puis du kombucha, si tu ne le maîtrises pas, ben tu as une quantité de levure. Puis si tu le réfrigères pas, ça fait de l'alcool. Fait que tu peux avoir un kombucha. Moi, au début, mes kombucha avaient 2% d'alcool. Si je les checkais pas, là. Puis les femmes enceintes buvaient ça en disant « Hey, j'aime ça, ça me donne un petit buzz. » J'étais comme « C'était pas le best, là, tu sais. » Mais ma PAC aurait peut-être pas dû me laisser faire au début. Ouais. Mais on a appris nos procédés, on a engagé 2 microbiologistes, Rise aujourd'hui, je peux le dire sans nul au doute, même aux États-Unis et au Canada, on est la compagnie qui a le plus de sécurité alimentaire. Notre labo est exceptionnel. On a un labo de 300 000 $. Puis nos machines sont malades, puis notre gang en qualité est écœurante, puis on contrôle tout, en fait. C'est vraiment. Puis ce qui est malade, c'est qu'on contrôle tout, mais on le fait d'une façon artisanale qu'on faisait avant, mais dans un procédé industriel. C'est extraordinaire. Nos poches de thé qu'on trempait dans nos cuves d'olive du début, mais là, c'est un convoyeur à chaîne qui amène le thé puis les poches de sucre, les méga bags, mais c'est la même recette qu'on faisait il y a 16 ans. Puis ça, en gestion de croissance, c'est probablement un des plus beaux défis. Puis si tu es capable de l'avoir, puis c'est drôle parce qu'avec Atypique, en lien avec nous autres, on est dans le portfolio de Keurig Dr Pepper,
c'est un peu ça aussi. C'est comment qu'on garde notre esprit local, notre mindset accessible, mais qu'on l'amène à grande échelle, tu sais, au-delà des frontières. Fait que puis est-ce que tu dirais que, tu sais, Rise, c'est-tu un peu ta vache à lait à toi qui t'a permis après ça d'embarquer dans d'autres projets? Rise m'a permis de faire vivre mon restaurant, puis ma chaîne de restaurant, puis de triper, parce que moi, je tripais à Crudescence, c'était ma mission sociale. Je voulais aider les gens à mieux manger. On donnait des cours. On avait 4000 étudiants par année qui passaient dans nos cours. C'est malade ce qu'on a fait. Puis Rise me payait ces cours-là, tu sais, parce que c'est la même entreprise au début. Ça s'appelait Crudescence, il y avait Crudescence Kombucha, puis c'était tout mélangé. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait qu'on les split, là. Puis mes conseillers m'ont dit, David, là, ça marche pas, là. Tu peux pas avoir une business qui fournit l'autre, il faut que les deux soient rentables, puis that's it. Fait qu'on les a séparés, puis c'est devenu Rise Kombucha, on a tout fait le rebrand. Puis, c'est quoi la question? Je me souviens même plus de ta question. Ben, en fait, je me demandais si Rise avait été ta vache à lait pour ensuite de ça, te propulser dans d'autres domaines. Tout à fait. Fait que quand j'ai vendu Crudescence, je l'ai vendu pour pas grand-chose, honnêtement, pour partir Loop, mon nouveau projet. Puis j'ai vendu quelques actions de Rise pour m'acheter mon terrain dans le Nord puis être indépendant. Mais je suis encore actionnaire de Rise. T'sais. Puis encore aujourd'hui, je suis sur le board de Rise. Puis Rise, c'est mon bébé. Là, puis je le suis. Puis j'ai quitté pendant 4 ans. Mais là, je suis revenu à fond. Là, puis j'aide l'équipe. Là, on aide à l'exportation. Je suis back in it, bien raide. Puis là, vous êtes Canada-US présentement. Ben, en fait, non. Loop, on est Canada-US. Rise, on est juste Canada. OK. C'est pour ça, tu sais, Rise, quand je suis parti puis j'ai parti Loop, j'avais une équipe en place qui était supposée exporter aux États-Unis. On avait mis un CEO en place, etc. Mais il faut que tu fasses attention au monde que tu mets dans ton équipe. Puis tu peux donner le flambeau, mais il faut que tu restes là. Moi, je partais Loop. J'étais comme, guys, faites ça, vous êtes capables. On doublait nos ventes à chaque année. Ça faisait 8 ans que je faisais ça, puis à chaque année, je doublais mes ventes. T'sais. Fait que j'ai donné les rênes, puis j'ai dit, ça va continuer à doubler, let's go. Puis on a des acheteurs aux États-Unis, on a un distributeur, let's go. Mais je suis parti, puis j'ai parti Loop. Puis j'ai rechecké. On m'a rappelé 3 ans après, j'étais sur une plage à Bali, puis lui qui avait acheté mes actions, un fonds d'investissement, m'a dit, David, ça va pas si bien que ça. Puis la prévision, on n'a pas du tout atteint ce qu'on a fait. On est encore pognon au Canada, puis j'étais comme, oh shit, OK. Puis on est revenu, puis c'était le bordel, là. C'était le chaos. Là. Rise était très profitable. Quand je suis revenu 4 ans plus tard, c'était pas profitable du tout. Là. Ça brûlait du cash. C'était quoi les erreurs? Le feu était en place. Les erreurs, c'était de ne pas être proche de l'équipe, des besoins, d'engager plein de consultants. Mais c'était des erreurs rookie là, que tu ne serais pas supposé faire dans la vie. C'est de faire des campagnes marketing dans un pays alors que tu n'as pas produit ces tablettes encore. Tu fais pas ça. Ben non. C'est comme, tu apprends ça au secondaire, dans ton premier cours de marketing. Tu sais. Je fais attention. Il faudrait que je fasse attention à ce que je dis. Je pense que c'est pas tout le monde qui écoute ce podcast-là. Je sais pas si t'as une couple de textos. Mais je suis de même. Moi, je dis les vraies affaires. Fait que. Non, ça va servir, ça m'aide. Moi, je t'écoute. Puis je me nourris de ça. Puis, tu sais, Rise, je tripais, mais j'étais à une place. Tu sais, ça faisait 8 ans et demi. J'étais VP à Rise. J'étais président, CEO à Crudescence. Puis là, j'étais comme, sais-tu quoi, je suis plus heureux. Tu sais, j'avais presque 200 employés, les 2 entreprises ensemble. Puis j'étais plus à une place. J'étais devenu un propre danger à mon entreprise. Parce que moi, je suis pas un gestionnaire, honnêtement. Puis ça a un peu pris du temps avant de l'accepter, mais je suis clairement pas un gestionnaire. Tu sais, je suis quelqu'un qui est plus un entrepreneur dans visionnaire, visionnaire, exactement. Ce qui fait que je veux faire des nouvelles affaires. Je vois les nouveaux projets, je vois demain, OK, on part ça, OK, on écrit des livres, OK, on part un nouveau produit. Puis pour une équipe opérationnelle, des fois, c'est comme, OK, wow, là, comme calme-toi le pompon. Là, puis pour des actionnaires, pour un CA, pour un board, ils sont comme, OK, Dave, on a besoin de ta vision. Mais à un moment donné, c'est comme chill out, là, parce qu'il faudrait qu'on check les marges des fois. Là, j'étais à la même place. C'est pour ça que tu vois les étincelles dans mes yeux. Là, je suis pareil. OK, on se comprend. Je suis pas un gestionnaire. Je me nourris de projets. Je suis impliqué dans plusieurs compagnies, dans plusieurs domaines différents. Fait que des fois, c'est étourdissant pour le monde autour de moi. Puis j'aime le volet exécution parce que le foot m'a amené à OK, tu établis un game plan, tu as une vision, à un moment donné, il faut que tu plonges, puis tu les exécutes. Comment qu'on gagne? Comment qu'on met les bonnes personnes aux bonnes positions pour exécuter ça? Mais moi, je suis le pire là-dedans. Moi, mettre les bonnes personnes. Moi, assembler l'équipe, j'aime ça. Si, je suis pas bon. Mais j'aime tout le monde. Ouais, t'es pas dans les opérations journalières, tu comprends? Mais moi non plus, c'est ça marche pas. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un sur le plancher qui fait comme là, Boulé, c'est cool ton affaire, là, mais là, ça, c'est une phase 4. Là, mais même en HR, je peux pas. Même en HR, je rencontre quelqu'un, puis je pense qu'il pourrait vraiment être bon. Puis ma femme est comme, c'est dur. Tu me niaises-tu, David? Il y a genre 10 red flags que t'as pas vu. Puis là, elle me dit les red flags, puis là, je suis comme, t'as raison. Mais c'est dur engager. À ta défense, là, je l'ai vécu là aussi, c'est que les gens sont tellement surentraînés et surpréparés pour l'entrevue d'embauche qu'il n'y a aucun moyen de savoir que ça va être un flop ou pas. Fait qu'il faut
J'ai un de mes partenaires d'affaires qui, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est les premiers 100 jours. Tu as un 3 mois d'espèce de probation, de test. Non, mais tu peux pas engager quelqu'un 100 jours puis te tromper. 100 jours pour une business mais je comprends, là, c'est mieux 100 jours tu que... te trompes, là. Ouais. Ton équipe perd confiance. Comme tu as encore mis un tarlat. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé, j'ai mis des tarlats, mon équipe est comme, tu vas-tu nous remettre un tarlat? Fait que là, la nouvelle personne que tu engages qui est bonne a tellement plus de pression parce que l'équipe a pas l'aval, là. Ouais. Ils sont pas comme nice, un nouveau gestionnaire. Non, Ils sont comme ben Chris, le boss, a encore mis un nouveau tarlat pour nous gérer. Ouais. Tu sais, fait que c'est. En tout cas, mais je t'ai encore à répondre à ta première question. La première question, je disais le parcours, là, mais bref, j'étais plus heureux. J'étais en 2016, 15. Je suis plus bien. Puis je suis comme, OK, là, je peux plus continuer à vouloir développer. Mon équipe a besoin de consolidation. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on construise une nouvelle usine pour Rise. On embouteillait encore à la main. On faisait 25 000 bouteilles à la main, 7 jours sur 7. J'avais 45 personnes qui emboutteillaient à la main. Puis qui mettaient le bouchon à la main. Puis qui roulaient les étiquettes sur un rouleau. C'est pour ça que je dis que j'aurais pu automatiser bien avant. Ouais. Et on vendait pour 12 millions. Puis je faisais tout à la main encore. C'est parce que tu avais peur de... Je connaissais pas les machines. Puis le monde qui m'approchait des machines, j'étais comme, ah, c'est bien beau, mais j'aimais mon monde. Va bien tel quel, j'aimais mon monde, je faisais du profit. J'étais comme, ouais, mais les machines, je veux, tu sais, it's the devil I knew, tu sais. Mais bon, j'aurais dû, là. Oui, mais... Anyway. Puis là, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui me dit, David, on se connaît pas, mais je jette 20 tonnes de fruits et légumes par jour. Puis là, je dis, t'es qui, toi? Oui ou non? Puis Fred, c'est lui qui m'a appelé. C'est devenu un chum par la suite, mais je le connaissais pas. Puis Fred, c'est pas un gros parleur. Il est l'opposé de moi, puis toi, je pense. Il parle pas beaucoup, OK? Puis c'est pas il se vend pas, tu sais. Fait que je comprends pas c'est qui. Je pense que c'est un tout nu à Anjou, là, dans son garage. Qui me dit qu'il y a eu un flash, puis qui sait qui jette 20 tonnes de fruits et légumes par jour? Ça n'existe pas, c'est impossible. Fait que je raccroche. Puis Fred me rappelle 2 semaines après, puis il me dit, tu comprends pas, là. Je vais te donner un peu plus d'informations. Courchaine-Larose va nous checker sur Internet. Là, je comprends que c'est un big shot, en fait, là. Ouais. Il y a une grosse business, fait que je vais le voir en joue. Puis il me montre, on va dans l'entrepôt, on connecte tout de suite. Lui, c'est son arrière-grand-père qui a parti de la business. Lui, c'est la 4e génération. Cool, surfer, tatoué, on se comprend vite, on connecte tout de suite. Puis là, il m'amène dans son entrepôt immense, presque 200 000 pieds carrés, puis il me montre un mur de palettes de fruits et légumes, là, des palettes de raisins, de pêche, de pommes, de bananes, de tout ce que tu voudras. Puis il me dit, tu vois ce que tu vois là, Dave, là? Il m'appelait pas Dave à ce moment-là, il m'appelait David. Là. Il dit, tout ce que tu vois là, je vais le jeter aujourd'hui. Puis ça, demain matin, là, mes gars, ils vont remplir ce mur-là, puis on va le jeter encore. Puis là, je suis comme, tu me niaises, man. Puis là, il a pris un gars de lift, puis il a pris le temps d'un lifteur pour descendre toutes les palettes. Ça a pris 1 heure, descendre toutes les palettes qui étaient sur le mur. Puis il m'a dit, check ça. Puis là, j'ai checké, puis écoute, c'était des raisins bien corrects, comme tu vois à l'épicerie. Ah, c'est ça, c'est pas des mangues mûres, comme tu veux manger aujourd'hui. Tu sais, la mangue que tu trouves pas à l'épicerie parce qu'elle n'est jamais mûre, la maudite mangue. Là. Mais là, elle était mûre, tu sais. Des poires, des pêches, des ananas, c'était tout du stock. Il n'y avait rien de moisi, là. Puis il n'y avait rien de pas beau ou de moche, de trop gros, qui ne suivent pas les standards. Ah ouais. Non, c'était tous des fruits et légumes bien corrects. Fait que là, puis là, il m'a expliqué le concept de la spéculation, du pourquoi qu'il jette, qu'on pourra parler plus tard si tu veux. Puis là, j'ai freak out. Genre, j'ai capoté. Là. Puis il m'a dit, écoute, nous, ça fait 100 ans que la business existe. Puis ça fait 100 ans qu'on a des surplus, parce qu'on a des surplus. Puis Fred, puis Courchaine, c'est le meilleur dans son industrie. Il n'y a pas meilleur que Courchaine-Larose pour gérer leurs pertes. Les autres distributeurs, ils en perdent souvent 2 fois plus. Leur pourcentage, là, à la fin de la ligne, c'est 2 fois plus qu'eux. Fait qu'ils sont vraiment bons dans leur gestion. Ça fait 100 ans qu'ils font ça. Fait qu'ils ont du data, ils savent combien ils vont en vendre, mais malgré ça, ils ont des surplus. Ils jettent 16 à 20 tonnes par jour de fruits et légumes. Emballés. Fait que ça va au site d'enfouissement. Là. Ça va pas au compost. C'est des fraises dans des clamshells de plastique. Il va pas engager quelqu'un pour composter ça. Là. Fait que ça va au site d'enfouissement. Fait que là, je capote. Je dis, OK, on fait quelque chose. On a un handshake. On se regarde dans les yeux puis je dis, on fait quelque chose. Tu sais pas quoi encore? J'avais une bonne idée déjà en partant. Je rentre chez nous, je rencontre mes actionnaires, je leur dis, gang, je m'en vais. C'est bon. Puis ils disent, mais là, Dave, ça marche pas de même, tu peux pas partir. Je dis, on va engager un nouveau CEO, là, on engage un nouveau président. Puis si dans 3 mois, on n'a pas trouvé, on vend. C'est mon genre de faire ça. C'est là que là, mes actionnaires sont comme, ça marche pas de même, David. Là, tout le monde. Fait que là, on cherche un CEO, on ne trouve pas parce que c'est une business complexe, quand même, Crudescence. On a des adresses, on a des cours de cuisine, on a du prêt-à-manger, c'est de la bouffe crue, on fait germer nos affaires, on fait déshydrater nos pains, des grains qu'on fait germer avant. C'est compliqué. Là. On fait fermenter des fromages de cachou. C'est compliqué ce qu'on fait. Là, personne ne fait ça. Puis,
Fait que là, on trouve personne pour me remplacer. Fait qu'on met l'entreprise en vente. On la vend en 2 mois. Pas cher. Ce qui fait que j'ai des actionnaires qui ont investi des années plus tôt, qui ont perdu un peu d'argent à cause de ça, parce qu'eux, ils ont perdu la valeur. Mais bon, c'est la vie. C'est la règle de la business. Là. Des fois, c'est comme ça. Puis c'est des actionnaires qui étaient dans Rise aussi, fait qu'en the other side, ils sont contents. Puis on part avec Julie, que je venais de rencontrer, une fille exceptionnelle, avec qui je tombe en amour tout de suite. Ouais. Elle n'était pas en amour tout de suite pantoute, mais moi, j'étais en amour. Puis on s'est rentré dans une grande roue. C'est même pas une fausse histoire, c'est romantique, là. Puis elle était en développement durable, elle, le parcours complètement différent que moi, hyper académique, comme trop brillante, une cotère comme sur le tapis, elle gagne toutes les mentions d'honneur. Bref, le contraire de moi, là, elle peut faire un fichier Excel, pas moi. Puis elle est en sciences de l'environnement, elle travaille dans des grandes entreprises agroalimentaires en développement durable. Puis elle me dit, David, je suis plus capable parce que tous les business de bouffe en général où je travaille, je suis dans le département marketing, puis ma job, c'est de redorer le blason. C'est de comme do less bad instead of more good. Ouais. Puis elle me dit, il faut toujours que je prouve la raison du développement durable, puis que je prouve la valeur, mais souvent les CEO, ils ne voient pas vraiment la valeur de ça. Fait qu'elle est tannée. Puis elle dit, je rêve de partir de business que le plus on vend d'un produit, le mieux c'est. Je l'ai rencontré la même semaine que je visite le gars. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Là, comme les étoiles s'alignent, puis je suis comme, guys, OK, on fait ça. Fait que Julie, ça s'appelle Julie, on a fini par tomber en amour, finalement. Elle déménage chez nous. On habite ensemble dans un appartement à Marché Jean Talon. Puis je quitte mes 2 business. Puis là, je pars loop à temps plein. Fait que je passe de 200 employés à 0 employés au Marché Jean Talon. Puis je repars de 0, là, vraiment. Là. On se part sur notre bureau, puis là, on se trouve un sous-traitant qui fait nos jus. Fait que là, on fait des jus faits avec les surplus de fruits et légumes d'un entrepôt qui jette des fruits et légumes. Très petite échelle. Ouais. On fait 100 caisses de jus. On fait une campagne de socio-financement. Puis on se dit, le monde ne comprendra pas, man. On fait des jus avec des fruits rejetés. Tu sais, quand tu vas... Tu sais, on se rappelle, il y a 7 ans, quand tu vas dans une épicerie, puis tu prends n'importe quel emballage alimentaire, là, peu importe l'emballage alimentaire que tu prends, même si c'est des chips vraiment cheap, là, un paquet de Lay's, là, c'est quand même écrit en arrière, chez Lay's, nous croyons la qualité supérieure, puis on a sélectionné les plus belles patates disponibles sur la planète pour faire des chips exceptionnels. C'est toujours, on a pris les meilleurs produits au monde pour faire ce produit-là. T'sais. Puis nous, on est comme, fuck, on va partir de business puis on va dire au monde qu'on a pris des estis de rejet. On a pris ce que le monde ne voulait pas. Oui, vraiment. Puis on était comme, le monde, vont-tu comprendre? T'sais? Puis finalement, on fait une campagne sur financement, le monde capote. Les médias nous appellent, on passe à la télé, on passe dans les journaux, on passe dans les magazines, dans les podcasts, le monde nous fait que là, on est comme, oh shit, le monde catch, ça marche. Fait que là, puis ça s'appelait Julou, puis on avait 4 jus. C'est moi qui ai recommencé la livraison. J'ai repris ma route de livraison que je faisais avec Rise. J'ai m'acheté un autre camion, puis je suis retourné voir mes clients qui m'avaient mis ça à la map. Que le nouveau management, à ce moment-là, quand j'avais quitté, avait comme un peu laissé tomber. Ouais. Puis tout ce monde-là a dit, ben oui, Dave, let's go, on remet tes produits sur la tablette. Puis on allait voir les gérants d'épicerie. Mais les gérants d'épicerie m'envoyaient chier au début. C'était comme, aucune chance que je mette un jus sur mes tablettes. J'en ai des jus, man. Ah ouais. Les jus sont en chute. Ouais. Oublie ça. Puis là, je leur disais, mais t'as plus des jus faits avec les fruits et légumes qu'on a achetés, tu sais. Puis là, eux, ils capotaient. Parce que les gérants de fruits et légumes, là, parce qu'on vend dans la section des fruits et légumes, c'est les premiers victimes, ou du moins les premiers témoins de ça. Ils voient tout le monde passer à journée longue dans leur belle pyramide qu'ils ont faite de pommes, les toucher, les tirer, faire elle est pas belle. Eux, ils voient ça tous les jours, là, des fruits. Puis ils voient ce qu'ils dompent dans le container tous les soirs. Là. Fait que quand je leur disais ça, ils étaient comme, oh shit. Let's go, OK. Puis là, ils tassaient des jus, ils tassaient les compétiteurs, puis ils nous faisaient une place. Ça, c'était en quelle année? C'est parti. Hey, c'était long en crise comme réponse. Hein, non, mais j'adore ça. T'es bon raconteur. Moi aussi. Je vais ouvrir votre édition spéciale avec David City. Fait que thé glacé, pétillant. Toi, t'as quoi? Parce qu'on a du monde qui nous écoute audio aussi. C'est vrai, il faut faire un placement de produit. On devrait leur donner un code promo, coudonc. Swipe up. Fait que ça c'est un nouveau produit qu'on a fait. Fait que là... Ah, c'est bon. Fait qu'on a fait des jus, ça a marché. Puis là, on s'est dit, OK, mais là, il y a beaucoup de surplus. Puis là, tout le monde nous appelle. Les agriculteurs nous appellent pour dire, hey, moi, je jette des courges, je jette des patates, je jette des betteraves, je jette des pommes, moi aussi, j'en jette. Sobeys, un gars de l'entrepôt nous appelle pour dire, hey, moi, je jette des fruits et légumes dans l'entrepôt de fruits et légumes. Yum Yum dit, hey, moi, je jette des patates. Plein de monde. Là, Mané, avec... tu peux pas avoir des produits à l'infini, tu sais, dans le sens où tu as une coupe de saveurs que c'est pour ça qu'on a lancé autant de produits, parce que là, je suis comme, OK, mais là, il y a beaucoup de gisements qu'on appelle en économie circulaire, des surplus alimentaires que le monde jette, qu'on peut racheter.
Mais là, c'est qu'il faut qu'on fasse des produits pour tout gérer ces matières premières-là. Là, ça te prend-tu... T'as-tu ton usine à toi? T'as-tu des co-packers? Comment ça marche? On a tout. On a notre propre usine maintenant qui fait nos propres jus. OK? Puis nos jus, on les met dans tous nos produits. Fait, mettons, là, on a lancé une bière faite avec du pain perdu. Fait que, c'est du pain, là, des miches de pain. Là. On en jette 750 000 par jour au Canada. Je vais répéter ça, gang, OK? Je vais le répéter, je vais regarder les caméras, je ne sais pas laquelle à regarder. Là. On jette 750 000 miches de pain par jour au Canada. Puis ça va au site d'enfouissement. Puis c'est difficile à évaluer le scale de 750 000. Tu comprends? On ne comprend pas c'est quoi. Non. C'est comme quand on parle des planètes puis de la distance. C'est énorme. Pense à 8 truckloads. Par jour. Ça, c'est à peu près ça. Un peu plus que ça. De miches de pain emballées dans du plastique avec le petit attache. Ça fait que ça va à dombe. Ça ne peut pas aller au compost. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on garantit les ventes aux épiceries, puis les boulangers garantissent les ventes, comme dans bien des industries. Fait que quand le pain il reste 3 jours de durée de vie, on le reprend, puis on le remplace. Sauf que toi, ça veut dire que dans ton opération, il faut que tu sois agile en tabarnouche. Il faut que tu ailles vite. Il faut que tu te revides de base Saint-Dicenne. C'est l'opération la plus compliquée au monde. Fait que tu peux... Le monde maïs dans mon équipe. Ben, c'est ça. Parce que ça prend en même temps, il tripe à cause de la mission. Il faut que tu choisisses des gens qui comprennent cette game-là. Là. C'est comme... faut que tu sois capable de t'ajuster rapidement. Puis, On est le seul manufacturier alimentaire je peux pas dire en Amérique du Nord, parce qu'au monde, je ne le sais pas encore, mais en Amérique du Nord, for sure, qui transforme des fruits et légumes puis des aliments destinés aux tablettes d'épicerie pour en faire un produit qui va se retrouver sur les tablettes d'épicerie. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui va... Quand vous allez à l'épicerie puis vous achetez une soupe déjà faite, de prête à manger, ou un smoothie déjà fait, okay? Ou un popsicle, ou bien n'importe quoi, name it. On va prendre des smoothies, c'est un bon exemple. Ben, une compagnie de smoothies qui n'est pas Loop achète de la purée en baril, faite en pays d'origine, aseptique, okay? Déjà équeutée, déjà que le noyau est enlevé, ou encore mieux, un concentré. Okay? Encore mieux. Ou dans le pire des cas, ils achètent des fruits congelés, pré-lavés, pré-coupés. Okay? Fait que la fraise a été queutée, elle est lavée, l'ananas a été épluché. Vous autres, c'est pas ça, là. Non. Fait que peu importe la compagnie alimentaire, peu importe si vous allez à l'épicerie, vous achetez un produit qui a des fruits et légumes dedans, je vous garantis, ils n'ont pas pris un fruit et légumes frais. Okay? Aucune chance. Aucune chance. Impossible, je le sais. Okay? On est les seuls loups à recevoir une vanne de fraises que Sobeys m'appelle, puis il dit Dave, si j'ai 2 vannes. C'est arrivé il y a 3 semaines. Il disait Dave, j'ai 2 vannes de fraises. Il y en a une à Québec, une à Montréal, dans nos 2 entrepôts. Il faut que tu les prennes. Prends-les, s'il te plaît. Hein? Mais les vannes de fraises chez IGA c'est des fraises en barquette, là, avec du plastique. Chaque palette a 96 caisses, chaque caisse a 8 barquettes. Pour l'ouvrir, c'est ça? Il faut les ouvrir. Fait que nous, on reçoit la vanne, on trie le carton, on le vend en cascade, on compresse le PET, on le revend aussi. Okay? Puis là, on les met les fraises sur un convoyeur, puis on trie les fraises. On fait ça avec les bleuets. On fait ça avec les ananas, on les coupe, on les épluche, on enlève le tag. Les raisins arrivent en sac, on ouvre les sacs de raisins, on met ça sur le convoyeur, on trie les... C'est de la job en 6 boulettes. Ouais. Personne ne fait ça. Puis là, rapidement, parce qu'aussi, il y a une date de péremption, là. Fait qu'il faut qu'ils se retrouvent transformés quand même. Oui, fait que nous, on reçoit ça. Puis là, l'équipe, on sait à peu près le mercredi qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, comme jus. C'est pour ça que à cause des appels. Fait que là, Claude, notre acheteur, qui était chez Sobeys avant, il dit « OK, guys, j'ai ça, que j'ai disponible dans le marché, qui va aller au site d'enfouissement si on ne le prend pas. » Fait que là, on est comme « OK, on va prendre ces ingrédients-là, on fait le séjour de production, puis là, on a à peu près 1 semaine, des fois, on a 2 semaines pour produire ces fruits et légumes-là, parce que souvent, ils sont corrects, les fruits et légumes sont mûrs, mais ils sont en surplus. Ouais. Mais c'est pour ça que ça goûte bon de même aussi. Ben oui. Puis parle-moi un peu de... Hey, je parle beaucoup. Mais j'adore ça. Mais c'est pour ça que tu es invité. Des fois, je me dis, est-ce que le monde comprenne que je vais dans 12 000 directions en même temps? Ils doivent comprendre parce que moi, je suis comme ça. Fait que je pars de... Ils sont là, tu dis un mot qui m'accroche. Okay, je veux que tu me parles un peu de... C'est complexe comme procédé, mais là, tu es en canette. Ouais. Au lieu d'être en bouteille de vitre qui doit être réfrigérée, puis après ça, dans le transport à la température nos jus sont en PET, en plastique, en résine, avec de la résine recyclée, en PET numéro 1, qui est la meilleure résine qui existe. Puis ça, on en parlerait, j'aimerais ça en parler d'ailleurs, du plastique. Puis nos thés glacés sont en canette. Mais on n'a rien en verre. Mais parlons-en du plastique, parce que je suis dans un autre projet où on n'aura pas le choix d'aller vers de la bouteille. Il y a tout ce qui est carton aussi qui donne un peu l'impression que c'est bon pour l'environnement, mais qui est aucunement recyclable. Il y a comme une drôle de complexité dans ce cas-là. Puis tu regardes le plastique, tu as toutes sortes de types de plastique. Là. Tu regardes Esca, c'est ainsi qu'ils ont lâché une bombe, là, puis là, tout le monde, c'est important que vous écoutiez. Là.
Parce que c'est vraiment important. Parce que le problème avec les emballages alimentaires, c'est que c'est les consommateurs qui drivent l'industrie. Ça, c'est un problème. Parce que le consommateur, je m'excuse, on n'est pas éduqué. OK? Puis on a vu du plastique dans les océans, on a entendu parler. Fait que là, le consommateur, il dit Le plastique, le plastique, c'est pas bon. Oh non, le maudit plastique, on veut pas ça. Fait que là, l'industrie, les food courts de Montréal, ben UP ou les bannières d'épicerie disent nous, ça a l'air que le plastique, c'est pas bon, on veut plus ça chez nous. Puis là, en plus, les consommateurs font comme bravo, yeah, fuck le plastique. Mais en fait, c'est vraiment un problème. Parce que c'est pas tous les plastiques qui sont égaux. Un sac de plastique à usage unique, OK, fair, on peut s'en passer clairement, puis c'est très dur à recycler, c'est pas le best. Mais du PET numéro 1, là, on a fait l'analyse de cycle de vie. Fait que nous, avant de faire notre breuvage, on s'est dit, OK, parce que ma blonde, elle étudie là-dedans, fait que chaque choix qu'on prend, c'est elle qui décide. Parce que moi, mon instinct, il dit des affaires, mais moi, je serais allé en verre. Moi, mon instinct naïf était comme, là, il faut faire ça en verre. C'est la meilleure affaire. Ça, c'est réutilisable à l'infini, c'est recyclable, tu peux le consigner. C'est le best. Puis là, on engage une firme externe pour qu'il fasse l'analyse entre canettes, verre, plastique, puis PET numéro 1. Puis là, 3 mois plus tard, l'analyse arrive. Puis là, je suis comme, Julie, c'est évident, Chris. PET numéro 1 gagne toutes les études. Ouais. Toutes les études de cette année jusqu'à 1975, tout ce qui a été montré démontre que si tu fais l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de checker l'impact environnemental de la création du produit jusqu'à sa fin de vie, si tu recycles le PET, ben même si tu recycles le verre, en fait, le PET gagne sur toute la ligne. Ça, c'est surprenant. C'est fucking ça. Ben, il n'y a personne qui me croit. Quand je dis ça, le monde est comme, ta gueule, ça fait pas de sens. Mais c'est la réalité. Ouais. Pourquoi? Parce que le verre est très peu recyclé au Canada. On n'est pas capable, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'il n'y a pas de valeur. Tout est une question d'argent. Ouais, ma gang s'est rendue au site, au centre de recyclage à la Chine. Qu'est-ce qu'ils font avec le verre? Ben, je n'étais pas là, mais nous autres, on regardait principalement pour ce qui était la boîte de carton, un peu comme Flo. Puis, le Tetra Pak. La pire affaire au monde. C'est ça. Il n'y a rien de pire que du Tetra Pak. C'est tape à l'œil. Ça paraît bien, puis ton département marketing est content. Mais il n'y a rien de pire qu'un Tetra Pak. Mais non, c'est pas parce que tu as la feuille d'aluminium là-dedans, tu as toutes sortes de... Tu as un bouchon de plastique, tu as de l'aluminium, tu as du carton. Mais non, ça prendrait 4 étapes, puis on s'entend qu'ils le font pas. Fait que là, OK, excuse-moi. Non, mais c'est une grosse bombe, là. C'est important de le dire. Fait qu'en gros, si vous recyclez votre plastique, la fameuse bouteille de plastique, le Loop ou SK, en PET numéro 1, c'est écrit numéro 1, ça va être pour sûr recyclé. Okay? Puis le monde paye cher, ça vaut cher dans l'industrie. Puis c'est ça l'affaire, c'est que le recyclage, ce qui fonctionne, c'est qu'est-ce qui vaut le plus cher va être le plus recyclé. Puis ça reste que aussi en termes de consommateurs, les gens préfèrent encore la bouteille de plastique. C'est niaiseux, là. Oui, parce que mais moi, la bouteille de verre, là, c'est lourd. Ça peut se péter. Ça peut se casser. Ta fille le prend, t'es comme touche pas à ça. Il y a de quoi dans la température qui vient avec. Si je m'entraîne un matin avec une bouteille en verre ou plastique, là, tu le pitches. Il y a de quoi de... C'est plus simple, on dirait. Fait que les gens, clairement, même si on a la conscience, quand vient le temps, quand tu es dans le couloir de l'épicerie, tu vas apprendre la caisse d'eau. Mais là, sentez-vous bien de l'apprendre? C'est mieux que du verre. Bien d'accord. Fait que tu sois d'accord, je pensais que tu me dirais que je suis un malade mental. Non, mais parce que je baigne là-dedans. C'est assez pas mal. Bon. Un projet qui sera annoncé. Tu peux pas l'annoncer tout de suite? Non, j'aimerais bien ça. Off mic? On n'est pas là. Mais c'est fascinant. Moi, c'est Atypique qui m'a mis au monde un peu dans cette espèce de domaine-là d'agroalimentaire qui est extraordinaire, qui est ultra compétitif. Fait que moi, ça vient chercher toutes sortes de principes que j'appliquais au foot, que maintenant j'applique dans le business, le développement, comment, tu sais, comment différencier, puis nous, le succès d'Atypique, je pense que c'est la même chose de ton côté, mais tu sais, c'est basé sur 3 piliers. C'est de un, il y a un why, il y a un vrai purpose derrière qui est sincère. C'est pas, au départ, c'était pas juste une opportunité d'affaires. C'est comme, moi, j'ai arrêté de boire, ça va faire 7 ans en janvier, j'ai besoin d'un produit qui va me faire sentir bien. Maintenant, le produit est bon, parce que le monde a beau... Je le savais, là. À partir du moment où je me positionne, que j'ai mon produit qui vient aider les personnes qui ont des enjeux avec l'alcool ou qui vient offrir une alternative, les gens vont l'essayer. Ouais. Mais si c'est pas bon, ils ne rachèteront pas, tu comprends? Ouais. Ils vont l'essayer un coup. Fait que c'est mieux d'être bon. Puis il y a un timing qui fait en sorte que là, les gens au Québec étaient prêts. Puis vois-tu, on se frotte on se bute à ce timing-là dans les autres provinces. Puis avec la stratégie pour les États-Unis aussi, c'est que
c'est pas tous les États, c'est Pas pas tout le tous monde qui les est prêt. marchés, c'est pas tout le monde qui est prêt. Non. Tu sais, si tu regardes, OK, Boston, New York, Chicago, parfait. Mais tu t'en vas en rural America, là. On va Oublie dire, hey, ça. t'as un gin and tonic, il n'y a pas de gin, mais il goûte le gin tonic. Tabarnak, tu viens D'accord, des oublie perles. ça. Fait que, What's the point? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais ça, on se le fait dire souvent. Fait que c'est ça. Fait que t'as une question de timing. Fait que t'as lancé ça. Puis là, raconte-moi les débuts. Parce que, tu sais, nous autres, moi, j'étais arrivé sur le data, tu sais, de OK, on lance en single serve puis en 4-pack. Clairement, on le sait, single serve va être plus populaire au début. Mais là, ça va-tu transitionner vers le 4-pack? Va-tu avoir du repeat? Ouais. Est-ce que les volumes vont. Fait que, tu sais, t'étais-tu vraiment confiant que ça allait partir en fou? Non, pas en tout. Moi, quand je pars un projet, je le fais parce que j'y crois à fond, mais je suis incapable de me porter loin. Tu sais, les gens me disent, tu fais un plan d'affaires, puis dis-moi, t'es où dans 3 ans? Je suis comme, oublie ça, man. J'ai aucune idée. Tu sais, à Crescence, si j'avais fait ça, j'aurais pas eu de cours de cuisine, j'aurais pas eu Rise, j'aurais pas eu ces choses-là. Hein. J'avais un restaurant, puis c'était ça. Tu sais. Fait que je suis quelqu'un qui est T'es très all-in quand t'es... Ouais, puis je suis un opportuniste. Tu sais, je suis un opportuniste de passion. Fait qu'il faut qu'il y ait un purpose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me drive le matin, qui fait que je me lève. Tu sais, la raison que tous mes projets que je les ai partis, je les ai pas partis à la base pour m'enrichir. Je les ai partis parce que c'était un sujet qui me touchait, puis je voulais partager ce sujet-là, puis je voulais en faire un projet. Puis je crois, tu sais, moi, j'étais un activiste environnementaliste à la base. C'est ça que j'étais. Au cégep, je faisais partie de manifestations. Je faisais venir du monde en bus pour manifester pour l'environnement. J'étais intense. Puis j'ai encore ce côté activisme en moi, mais j'ai compris que le temps, que pour changer le monde, c'est pas en politique que tu vas changer le monde. Puis c'est pas en manifestant dans la rue que tu vas changer le monde. C'est en faisant de l'argent. C'est comme ça que tu changes le monde. C'est en ayant une business. C'est les business qui ont le plus d'impact environnemental au monde. Right? C'est avec des Del Monte, puis des Kraft, des Conagra, c'est en changeant leur politique d'affaires, puis leur façon de gérer leur agriculture, puis leur supply chain que tu changes le monde, littéralement. T'sais. Fait que c'était ça. Fait que c'est ça que j'ai compris à un certain âge. Je me suis dit, OK, c'est de la business que je vais faire, mais de la business intégrée avec un purpose. Il n'y a pas de mot en français pour ça, avec un but, une mission sociale, environnementale, puis c'est ça qui me drive au quotidien. À travers tous les projets que tu as, c'est tout seul dénominateur commun? C'est ça le dénominateur commun, tout le temps. T'es impliqué dans combien d'entreprises présentement? 3. 3. Ouais, 3. Comment tu gères ton temps? Je te dirais que là, à Loop, on a fait un gros move. Là, Julie et moi, il y a 2 mois, on a engagé un directeur général. Puis je suis tellement content. Là. Ça c'était un bon hire. Là. Ça, c'était un bon. Okay. C'était vraiment un bon hire. Mais tu vois, mon équipe était comme bon. Mais j'ai su que c'était un bon hire quand il est rentré au début juste comme consultant, juste pour nos ventes. Parce que là, c'était le temps de blower nos ventes aux États-Unis avec Loop. Puis après 2 semaines, le monde des opérations allait le voir pour se confier. Wow. Puis là, j'étais comme, OK, le gars, Puis ils viennent plus me voir pour se confier. Là. Ils font pas ça. Ils sont comme Dave, là, il est fou. Il nous dit des nouvelles affaires. Puis on a lancé un produit, on n'est même pas au courant. Tu sais, je suis un peu de même. Ouais. Puis mon équipe m'haït pour ça, mais ils m'aiment, mais ils m'haïssent en même temps. Puis là, j'étais comme, OK, ce gars-là, comme le monde va le voir pour lui dire ses affaires. Puis après, il venait me voir et il dit, ouais, Dave, ils sont venus me voir. Veux-tu que je m'occupe de ça? Et j'étais comme, OK. Ben oui. 2 mois après, il est DG, man. Puis j'ai plus de direct report, j'ai plus personne qui se rapporte à moi. Tout le monde se rapporte à Dave Laurie. Il y a mon nom. On a décidé de l'appeler Dave parce que moi, c'est David, mais lui, c'est David aussi. Là, mais là, pour pas être mêlé, dans les meetings, c'est David. Puis ton rôle est rendu quoi? Ben, mon rôle a toujours été un peu all over the place, mais je suis en biz dev. C'est moi qui fais les nouveaux partenariats, le business development, les nouvelles segments de marché qu'on va chercher avec une nouvelle ligne. Le PR, je suis ici en ce moment en train de parler, c'est pas mon team qui est là, fait que c'est un peu ça. C'est un rôle que je connais. L'innovation, c'est ce que tu fais aussi. Oui, mais c'est exactement, tu sais, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que, écoute, fouille-moi, je serais pas capable de te le couler, le produit, là, tu comprends? Mais je peux te le vendre parce que j'y crois. Je peux penser à toutes sortes de façons. En fait, quand on a lancé, Joe et moi, le mot d'ordre, en ce qui me concerne, c'est comment je peux créer de la valeur et de la crédibilité rapidement à mon produit. Puis c'est à travers certaines associations stratégiques. C'est-à-dire, bon, mais où sont les endroits où il y aurait besoin de sans-alcool? Ouais. Oui, bonjour Air Transat. Puis là, après ça, mon nom au Québec permet d'avoir des discussions. C'est le best. Puis là, je m'assois, je trouve le fit qui est win-win parce que quand j'arrive avec le produit puis que je te le pitch, c'est que je crois vraiment que ça peut faire une différence pour toi aussi. Moi, je veux gagner. Puis
Win-win. Le volet, mais c'est niaiseux, puis c'est cliché de dire ça, mais c'est ça pareil. Pourquoi? Parce que je suis pas dans une négo hostile où je veux toute la couverte de mon bar. J'ai tout intérêt à ce que mon produit rentre chez vous et j'ai surtout tout intérêt à ce qu'il sorte Ah oui. puis que tu en reprennes. Parce que si je passe un deal puis que tu me vends le produit pendant 3 mois puis que tu le retires de tes tablettes, je suis pas plus avancé. Ah Tu non, comprends? what's the point? Fait que c'est un peu ça ma mentalité, mais pendant que tu es là, je vais te questionner aussi sur... tu vas peut-être sentir que je me challenge moi aussi de mon bord, mais comment tu fais pour gérer ton temps et ton équilibre à travers tout ça? Là, j'ai eu 2 enfants aussi, là. J'ai une fille de 2 ans et demi puis un petit gars de 6 mois. Oh, 6 tabarnouche. mois dans quelques jours. Félicitations. Merci. Fait que là, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé à ça. Fait que je suis comme, c'est sûr qu'avec ça, puis ma femme, c'est la présidente. Puis là, elle était en congé de maternité 2 fois dans les 2 dernières années, mais elle prend pas vraiment son congé de maternité. Fait qu'on n'a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Là. Tu sais, quand les gens me disent comment tu gardes ton équilibre, je suis comme non, il n'y a pas d'équilibre. Puis, comment tu restes bien? Écoute, je suis très bipolaire. Je ne suis pas diagnostiqué bipolaire. Je pense pas que je suis une personne qui a un débalancement chimique qui fait qu'il est bipolaire, mais être entrepreneur, ça rend bipolaire un peu. Parce que tes bas te rendent vraiment down, puis tes hauts te rendent vraiment high, tu sais. Puis, fait que moi, je fais juste cope with that, comme je l'accepte. Ouais. Il y a des nuits que je dors pas, qu'il faut que je travaille, puis il faut que je rende un truc ASAP, mais je suis heureux, tu sais. Fait que je me dis pas... Pour moi, si je suis heureux, ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre quelque part. Ouais. Mais tu sais, je suis passionné, je trippe, j'ai du fun. Puis quand je suis pas heureux, puis ça arrive, il y a des soirs que je suis comme, OK, Julie, là, je suis fucking depressed. Là. Puis là, elle me dit, ben écoute, va au gym, prends 2 jours off, take care, je suis là. Fais Puis attention à ton genou. Je pense que... ouais, mon genou, man. Mais je pense que le couple puis le team fait en sorte qu'il y a cet équilibre-là. C'est qu'on est là l'un pour l'autre, en fait. T'sais. Ça m'amène à la question Éducalcool. Encore une fois, Éducalcool qui encourage les gens à se poser des questions, à avoir des réflexions, à des fois prendre un petit pas de recul puis analyser OK, pourquoi je fais telle affaire. Ta mission, tu la connais, elle est claire. Tu sais, travailler dans un domaine qui te passionne, mettre en branle des projets qui t'allument, ça fait en sorte que tu comptes pas tes heures. Puis je pense que c'est ça qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Puis j'entendais, je me souviens plus, je pense que c'est Wayne Gretzky qui disait tout récemment en entrevue, il dit, moi, les mamans des jeunes qui ont du potentiel me disent combien d'heures tu pratiquais. Il dit, je le voyais même pas comme une pratique. Je peux même pas, je le quantifiais pas. Je jouais tout le temps. Sauf qu'il y a un terrain glissant à ça aussi, c'est que quand est-ce que tu mets la switch off? Ouais. Puis que tu punch out vraiment de tes projets? Mais en fait, en répondant, ça m'a fait réaliser que ma femme et moi, on a une aisance incroyable à mettre la switch off. On a un détachement qui fait qu'on peut se mettre off. On est capable de faire ça. J'ai toujours été capable de faire ça. Puis je pense que c'est mes années... Je pense que mes années de hippie m'ont vraiment amené, puis mes années de voyage à vivre avec rien. J'avais pas une scène. Là, j'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. Là. La première bancaire que je suis allé voir pour emprunter 300 000, elle m'a dit, t'es fou? T'as même pas fait tes impôts depuis 8 ans. Comme t'as même pas de compte en banque. Genre, de quoi tu parles, Elle m'a appris beaucoup de choses. Mais bref, le fait que j'ai habité en bobette à Hawaï sur une plage avec rien, pas une scène, puis j'étais extrêmement heureux, m'a amené à partir des projets où est-ce que j'étais un petit peu plus détaché du outcome. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, en fait, j'ai pas peur de tout perdre. Ouais. Puis de ne pas avoir peur fait en sorte que ça te permet de prendre des risques. Ouais, oui. Tu peux prendre des risques qui sont pour la plupart des gens comme « Oh my God, c'est un esti de risque », mais en business, tu n'as pas le choix de faire ça si tu veux aller loin. Mais ça me permet aussi de facilement mettre la switch à off parce que j'ai pas l'anxiété que ça chie. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas ça. Mais ça te permet, oui, de prendre des risques, mais t'es pas désespéré. Tu sais, des fois, quand tu prends des... Ça arrive, là, dans tout business, la monnaie, tu vas être dans la marge. Pendant une couple de temps, tu sais que tu as des comptes à recevoir, il y a des affaires qui ne rentrent pas. Puis quand tu te mets à ajuster ta façon de prendre des décisions de façon peut-être plus prudente ou plus... Tu sais, ou on va couper dans tel département, c'est dangereux de ce côté-là. Fait que 100%. D'avoir cette espèce de détachement émotif-là et la confiance de savoir que je veux pas, là, mais peu importe, si ça floppe, je vais être correct. Oui. Je vais trouver le moyen. Ça sera autre chose. C'est ça.
je vais être capable de générer de l'argent d'une autre façon ou de vivre avec moins. Ou de, tu sais, cette confiance en soi-là. Puis souvent, on se personnifie par rapport à notre projet. Hein? Tu sais, tu as Atypique, les gens te voient pour ça, mais là, tu as fait plein d'affaires, fait que les gens te voient pour plein de choses. Au moins, quand tu es diversifié, c'est moins pire. Mais souvent, les gens sont tellement imprégnés dans leur ADN de leur projet que si leur projet chie, ils n'existent plus. Ils sont morts. C'est comme, oh my God, je suis mort. C'est fou raide, là. Sur le terrain de foot, là, je jouais une bonne game. Tu sais, on avait une game par semaine. Je jouais une bonne game, interception, tape dans le dos, tout le monde capote, je suis des highlights à TSN. Tu sais. Hey, là, ma semaine était 40. Ouais. Oups, j'ai une semaine où si je me suis fait challenger un petit peu plus, je manquais un plaqué, telle affaire, c'est ça. Oups, on dirait j'ai une semaine, ma confiance en moi était branlée. Chris, c'est pas normal. Mon estime, elle vient de mes performances sur le terrain. Simonac, c'est un danger, ça, là. Mais fait que les gens... c'est naturel. Quand t'as pas eu un peu de travail sur soi ou t'as pas vraiment t'as pas pris le temps d'avoir un détachement puis de te poser des questions puis de voir ça, c'est normal, c'est ce que tu fais. Fait que t'es imprégné de ça. Mais je pense que c'est ça, j'ai appris le jeune à pas être trop imprégné de ce que je fais puis de savoir que comme gars, c'est pas moi. C'est pas moi ça. C'est une passion, c'est un travail, mais si ça disparaît puis ça part d'un matin, j'existe encore. C'est correct. C'est philosophique. Mais j'aime ça. C'est important d'avoir cette espèce de recul-là une fois de temps en temps. Mais on l'oublie. Ça m'arrive des fois. Là, quand je suis dans la marge, ouais. puis je suis comme « Holy shit », puis mes actionnaires sont comme « Oh Dave, on n'est pas du tout au résultat qu'on est supposé avoir. Qu'est-ce qui se passe? Là? Les ventes, c'est bon, mais là, Chris, le profit n'est pas là. » Des fois, je suis comme « Fuck! » Puis là, je capote, puis je l'oublie. Là. Mais fait qu'il faut que tu te le rappelles. Mais je suis content que tu le mentionnes. Je suis content que tu le mentionnes. Puis j'ai reçu, il y a quelques semaines, Daniel Henkel, aussi, qui parlait des up and down financiers. Aussi, tu sais, puis on a la vision de Daniel puis de gens comme ça que tu te dis, peu importe, perdre 1 million, pas grave, tu sais. Ils sont corrects, ils n'ont d'autres en arrière. Mais, tu sais, le stress financier, tu vas le vivre tout le temps. À tous les niveaux. Des fois, même, le stress financier est encore plus stressant parce que... Ouais, peu importe ta valeur. Moi, j'ai plus de stress financier aujourd'hui que quand j'avais pas une scène puis j'habitais tout nu sur la plage. J'en ai plus, c'est sûr. C'est ça. Il y a du bon puis il y a du moins bon. C'est ça. Dis-moi, je sais que tu n'es pas un gars de plan de 3 ans, 5 ans, c'est ça, mais c'est quoi la suite pour Loop? J'aime ça quand les gens me disent, je sais que tu veux pas un plan de 5 ans, mais tu fais quoi dans 5 ans? Je suis comme, non, mais pas dans 5 ans, mais tu travailles vers quoi présentement? C'est quoi la direction? Mais là, pour nous, le DG, c'est gros, parce que ça fait qu'on peut se libérer un peu puis reprendre la vision parce qu'on était vraiment dans les opérations. Pendant 2 ans, ça chierait à Loop parce qu'on a ouvert une nouvelle usine, nos machines ne marchaient pas, on était back-order, on remplissait 50% de nos commandes. Fait que 50% des commandes de clients, on les remplissait pas. Oui, mais c'est aussi que nos clients étaient capotés. Tu crées de la frustration. T'es comme David, on t'aime, là, mais là, c'est parce que nos tablettes sont vides. Puis j'étais comme, je sais, ça s'en vient. Puis en plus, moi, j'étais un éternel positif. Fait que j'étais comme, dans 2 mois, on va être good. 2 mois plus tard, on n'était pas good pantoute. Ça a créé des nos machines ne marchaient toujours pas. On a bavé opérationnellement. Puis je suis pas full opération, là, tu sais. Comme tu peux pas l'imaginer. Ce qui fait que ça a été rough. Puis là, on a engagé un DG, puis là, on sort un peu de l'eau, puis on se dit, OK, nice, là, on peut recommencer à innover, à checker c'est quoi les prochains produits. Loop, c'est la seule business que j'ai pas de date d'expiration, parce que c'est la seule entreprise que je peux pas devenir un danger pour l'entreprise, parce que le but principal de l'entreprise, c'est réduire le gaspillage alimentaire. Puis des appels de gaspillage, j'en ai à tous les jours. Loop, on est devenu le centre d'appel du monde qui jette. Fait que c'est les grosses entreprises qui nous appellent, autant que les petits fermiers. Là, mais j'ai du monde qui m'appelle pour dire, hey, j'ai des milliers de litres d'œufs, de blancs d'œufs par semaine. J'ai des tonnes de pâte à tarte. Là, il faut que tu crées un nouveau produit. Il faut que tu crées un nouveau pipeline. Fait que nous, le Black Book qu'on a de rejet là, est énorme. Fait que nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, OK, qu'est-ce qui est le meilleur gisement? C'est un peu comme ça qu'on les appelle en économie circulaire. Qu'est-ce qui est le meilleur surplus alimentaire? Puis comment on peut le transformer, selon le data qu'on a de l'industrie, en quelque chose que les consommateurs vont avoir le plus bel impact. Fait qu'on est là-dedans tout le temps. C'est malade. C'est intéressant, mais c'est overwhelming aussi, j'imagine. C'est parce que là, c'est facile pour toi de partir. C'est surtout triste. Y a-tu des produits que tu n'acceptes pas présentement? J'imagine une tonne. Je dis non 99% du temps. C'est ça. Parce que on a un certain volume, puis on prend des fruits et légumes. Mais là, tu sais, en ce moment, du brocoli, des patates, j'en prends pas, parce que je peux pas faire de jus avec ça. Puis imagine-toi donc, tu sais, quand je disais qu'on était le seul à transformer des aliments qui vont sur ces tablettes, ben, il n'y a pas personne au Québec, ou même dans le nord-est, okay, des Amériques, qui fait de la soupe avec des patates puis du brocoli frais. Puis là, si ça vous tente de partir une business, gang, vous pouvez. C'est que là, moi, je peux pas tout faire. Okay? Puis moi, j'ai des appels de patates puis de brocoli. J'en ai tout le temps. Des carottes, des courges. Ils en jettent autant que des clémentines, là, presque. Puis là, moi, ça fait longtemps que j'appelle du monde qui font de la soupe pour dire « Hey, fais-moi une soupe. Je vais t'envoyer une vanne de patates puis de brocoli. » Puis ils me disent tout. Ben non,
T'es-tu malade? Je prendrais pas des brocolis puis des patates. Puis je suis comme, t'es fait comment? T'es soupe, puis il y a du brocoli, de la patate. Alors, il dit, ben, comme je te disais tantôt, ben, on achète des trucs déjà prélavés, pré-coupés, pré-bouillis. Ça accélère le processus. Oui, oublie ça. On n'est pas seté. On n'est pas seté pour ça. recevoir des fruits et légumes frais. Puis je suis comme, fuck. Personne ne fait ça. Ouais. T'as-tu l'impression que vous allez peut-être créer un espèce de mouvement? Ben, oui puis non. Parce que le problème avec l'alimentaire, tu le sais que tu étais là-dedans, c'est que ton directeur qualité puis ton directeur R&D, ils peuvent pas avoir un supply chain qui est changeant. T'sais. Nous, nos fraises sont jamais pareilles. Nos ananas sont jamais pareils. Nos consommateurs le savent. Nos jus sont jamais pareils. Ouais. Ils goûtent un jus peu différent. Comme pour nous, c'est un gage de qualité. C'est comme tu l'as fait à la maison, ça bouge. Ouais. Mais tu peux pas demander à Kraft puis Del Monte que leur canne de poids soit jamais pareille. Ça marchera pas. T'sais, ils veulent pas ça puis ça se passera pas avant 50 ans. Fait que nous, notre projet, ça s'appelle Loop Synergie. C'est encore en création. Mais on a quand même une couple de subventions pour ça, pour on a commencé. C'est qu'on est en train de transformer les surplus pour les manufactures alimentaires. C'est pas vrai que Loop Mission tout seul va régler le gaspillage alimentaire mondial. Il y en a beaucoup du gaspillage. C'est comme plus qu'un tiers qui est jeté. Un tiers de tout tous les aliments sont rejetés avant d'être consommés. C'est beaucoup. Puis les fruits et légumes, c'est 45 %. C'est presque la moitié. C'est beaucoup, gang. 45 % des fruits et légumes au Canada vont être jetés avant d'être consommés. C'est déprimant. C'est énorme. Fait que pour régler ce problème-là, même si je lance plein de lignes de produits, il faut que j'utilise la force des autres. Puis pour utiliser la force des autres, là, je dis, OK, nous, on va transformer les fraises. Là. On va les transformer toutes les fraises. Puis on va les stabiliser. On va les mélanger assez pour que le Brix puis le pH soient toujours pareil. Puis on va revendre ça à Kraft, qui veut faire une barre de quelque chose, ou à Danone. Hey, Danone, j'espère que vous nous écoutez. Vous voulez faire un yogourt à fraises? On a vos fraises. Non, mais c'est ça l'idée, en fait. Ouais. C'est de revendre nos surplus alimentaires à ces entreprises-là. C'est une bonne idée. Puissent les intégrer puis dire, nous, on fait de l'économie circulaire aussi. J'imagine aussi que vous vous retrouvez comme vous êtes les seuls en Amérique du Nord, comme tu disais, dans une situation qui est quand même avantageuse pour tes marges, puis tout ça, dans le sens où tu vas pouvoir acheter ces rejets-là à moindre coût. Les consommateurs se disent toujours, Loop devrait être moins cher parce qu'ils ont leurs fruits et légumes gratuits. Faux. Moi, je pense pas qu'ils sont gratuits. Non, mais ce sont pas gratuits. On les achète, on fait de l'économie circulaire. Fait que nous, on paye à peu près 25 cents dans la pièce. La personne qui a pris la peine de dire, hey, ça va aussi d'enfouissement, on aimerait ça le vendre à la place. Nous, on paye. Fait que c'est moins cher que nos compétiteurs. Mais on trie. C'est ça le problème. On a de la main-d'œuvre à pu finir. Ouais. Puis les marges en alimentaire, là, sont miniatures. Il n'y a pas de marge en alimentaire. C'est pas compliqué. Il faut vraiment que tu vendes du volume pour faire de l'argent. Fait que c'est tellement petit les marges parce que les consommateurs sont habitués à acheter des fruits et légumes, des aliments qui coûtent moins cher que ce que ça devrait. On va se dire quand tout le monde capote sur l'inflation puis le coût des affaires, là, mais le problème là, avec l'alimentaire, là, c'est que c'est pas normal qu'est-ce qu'on paye les choses depuis 50 ans. L'affaire, c'est quand tu allais à l'épicerie, là, il y a 50 ans, au Steinberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou au métro IGA, 90% de l'épicerie enlève les fruits et légumes. Okay? Enlève les fruits et légumes, puis les œufs, puis le lait, potentiellement. On enlève les fruits et légumes, les œufs, le lait. Okay? Puis le fromage. Tout le reste, c'est 5 compagnies qui possèdent ça. Tout le reste de l'épicerie, là, c'est 5 compagnies. Des 5 géants alimentaires puis pharmaceutiques qui possèdent tout ça. OK? Fait que c'est sûr que quand tu es un géant et tu fais du volume de même, puis c'est de la monoculture, c'est sûr que les prix depuis 50 ans sont pas chers. Parce que c'est des géants qui possèdent. Puis là, tout d'un coup, il y a plein de startups qui partent, qui veulent faire une marque de géant, un produit comme, mettons, je prends des craquelins. Je prends des biscuits Ritz. Okay? Puis là, moi, je veux faire des biscuits Ritz locales, plus clean. Tu sais. C'est sûr que tu ne pourras pas le vendre le prix des biscuits Ritz. Il n'y a aucune chance. C'est impossible. Mais même si c'est 2-3 piastres de plus, tu vas faire bien moins de marge que biscuits Ritz. Même si c'est 4 piastres de plus. Puis là, le consommateur va être comme Chris, c'est ben trop cher, ta là. Voyons non, 4 piastres de plus que Ritz. Mais dites-vous que le 4 piastres de plus que Ritz fait probablement un bon 20 points de marge de moins que Ritz. C'est fou, non? C'est fou, hein? Fait qu'à cause de ça, je ne sais plus c'était quoi ta question, mais c'est pour dire, c'est normal qu'on ait de la misère en alimentaire puis que les marges soient petites parce que le consommateur n'est pas prêt à payer qu'est-ce que ça vaut pour vrai. La question, c'était par rapport à tes marges puis le fait que comme beaucoup de personnes essaient de se débarrasser de leur rejet, vous êtes la seule option, peut-être que vous les avez moins chers, mais en même temps, tu viens compenser parce que tu n'as pas le choix de faire. Je dirais que Loop, on n'a pas le choix de se catégoriser dans une catégorie premium. Comme nos jus pressés à froid, il n'y a pas d'eau, pas de sucre. Puis on n'a pas le choix d'aller là parce que on fait des vrais jus de fruits frais, qu'on fait à la main, qu'on trie à la main, etc. Puis, je dirais qu'on a une marge légèrement plus petite que nos compétiteurs, mais on a l'avantage de la mission. Qui fait que le consommateur la comprend,
puis envie d'aller Tu vers vas l'avant, avec l'émotion. Exactement. Y a-tu, David, je pense qu'on pourrait jaser pendant 3 heures de temps. Parle, Ça fait 1 heure déjà. Ah, ben ouais. C'est super intéressant. Puis j'admets beaucoup ta vision, puis la mission que tu t'es donnée. Puis c'est fou parce que les gens se partent des business avec l'objectif de faire des sous. Puis c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça. Mais ce qui va perdurer, c'est quand il y a une vraie cohérence, puis une vraie logique, une vraie mission qui est donnée derrière. En tout cas, si je regarde les entreprises avec lesquelles je m'implique, là, c'est ça. Ceux qui ont du succès, c'est clair. C'est que la mission est claire, la vision est claire. Puis des fois, il y a des décisions difficiles à prendre pour stick to the plan. T'sais. Exactement. Puis si ta mission est vraiment claire, les décisions sont plus faciles à prendre après, parce que tu n'as pas le choix de suivre ta mission. Ouais. Mais c'est aussi que, en général, aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était pas de même, mais aujourd'hui, si ta mission est plus grande que ton produit, tu vas vendre plus de ton produit. C'est ce qu'on a prouvé avec Loop, en fait. Mm-hmm. Puis avec Loop, quand on montrait nos plans d'affaires, puis quand on allait chercher des prêts, il y avait toujours le gars avec son chapeau marketing qui checkait notre plan d'affaires et était comme, gang de taouin, hein. Vous avez même pas mis une scène en marketing, quoi vous pensez? Puis Julie répondait toujours, Julie elle venait du monde de marketing, puis elle répondait toujours, on croit à Loop, j'ai des frissons quand je dis ça, on croit à Loop que plus on fait des bonnes actions, puis si on met notre argent en bonnes actions, le marketing public va nous revenir gratuitement. Mais le gars du chapeau marketing qui souhaite donner une subvention était comme c'est cute, là, merci. C'est cute, là, mais merci. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. Puis chapeau à Julie pour ça, man. On a parti le projet, puis le nombre de filles qui se sont pris, ou de gars, là, qui se sont pris en photo sur Instagram avec leur... Parce que dans ce temps-là, sur Instagram, c'était les jambes. Tout le monde prenait des photos de jambes. Puis tout le monde se prenait dans en le photo bain, là. Jus, ouais, c'est là. Mais le nombre de photos de Jus Loop qu'il y a eu sur nos médias, sur les médias sociaux, parce que notre mission parlait au monde. Personne ne va se prendre en photo avec un jus. Là, t'sais. Mais quand tu lis la mission, puis ça dit, OK, ils font des gâteries pour chiens avec leur pull, puis ils font de l'économie circulaire, c'est malade. Le monde est comme, oh, Chris, c'est malade. Excusez-moi, je sac. Moi aussi, j'ai envie d'en parler. Fait que c'est un peu le... Mais t'as raison. La mission va t'aider. Nous autres, c'est quand... Écoute, avec Atypique, c'est drôle. C'est le meilleur exemple pour ça. Mais c'est pareil. Les gens sont mis à se prendre en photo sur Instagram. Ils nous taguaient. Nous autres, on repartage parce qu'on est bien contents. Ça fait une belle vitrine, mais on était, nous autres, en exclusivité chez Sobeys les 2 premières années. Puis justement, quand on s'est assis avec la gang de marketing de Keurig Dr Pepper pendant le due diligence, pendant qu'ils faisaient leur analyse, une fille de Toronto, elle me dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Elle dit, les gens vont bypasser les épiceries à côté de chez eux pour aller se rendre à un GA, pour aller acheter la canette, pour retourner chez eux, puis se prendre en photo avec. Oui, je comprends pas. Ben, c'est pas grave, c'est ça qui se passe. C'est ça. Fait que quand tu es capable de créer quelque chose qui est cohérent, mais je te lève ma canette d'édition spéciale Loop au David C. Ça goûte super bon. Merci, y a-tu quelque chose que tu veux plugger en fin de show que j'ai pas mentionné? Nos thés glacés? On va les plugger. Oui. Ils sont extraordinaires. On vient de les lancer. Ils sont complètement débiles. Le mien a 45 mg de caféine, ce qui fait mon affaire, qui est l'équivalent d'un demi-espresso. J'aime aussi vos claims. Tu sais, la façon que vous le faites là, pour que ça soit... 1 à 4 grammes de sucre, puis on met à peu près 15% de jus dedans. C'est genre, je capote ce produit. Au bureau, là, le monde en boit 5 par jour, tout le monde. J'adore. Ce qui fait qu'ils prennent un peu plus de café parce que ça fait 5 thés glacés, tu finis par avoir la caféine. Mais ils sont productifs en tabarnouche. Exactement. David, merci infiniment. Allez vous acheter du Loop. Je vous encourage à le faire. Puis, vous avez un code promo? Je peux donner un code promo si vous voulez. Vas-y. Boulet 20. Boulet 20. Boulet 20. Parfait. Boulet 20. Boulet 20, gang. Allez sur notre site web, thé glacé, n'importe quoi. Boulet 20, 20% de rabais. T'es le premier entrepreneur qui offre un code promo sur les ondes. Ben là, il faut le faire. Ça va valoir la peine. Boulet 20. Je dis à ma fille de marketing, elle va être contente. C'est ça, tu vas texter ta blonde, elle va faire bon, une autre affaire. Boulet 20 sur le site de Loop. David Côté, merci infiniment. Bon succès pour la suite, c'est réciproque. Merci tout le monde. Merci à Éducalcool, encore une fois, qui est là et qui nous soutient là-dedans, qui nous permet d'avoir des belles discussions comme celle d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ciao, bye! Boulet 20!